Watch. Hello tout le monde. Aujourd'hui, petite présentation du 320D et par là même sa mise en ligne pour la vente. Et je comptais profiter de sa présentation pour vous parler un peu pourquoi je suis passé de E46 à E39 et tout simplement vous expliquer un peu mon point de vue là-dessus en rentrant un peu dans les détails. On va aller à mon petit spot de d'habitude. En sachant que j'ai fait pas loin de 250 000 bornes avec ce type de bagnole, bien sûr toujours en 3 litres. C'est mon premier 320D immatriculé à mon blaze. Il faut toujours une première fois. Et bon, je vais pas vous mentir, niveau agrément, on est sur un autre délire. Allez, parti. Bon, du coup, on se retrouve devant notre petite 320. Donc la série 3 E46, personnellement, et dans un premier temps, on va parler de l'esthétique extérieure et intérieure. Personnellement, pour ma part, au même titre qu'une E39, même voire E36, E38, enfin tout ce type de caisse, c'est intemporel. Ça a super bien vieilli, c'est de la bonne caisse dans l'ensemble. Après, bien sûr, tout dépendra des différentes motorisations et tout dépendra également de ce que vous comptez en faire comme d'habitude. Là, dans le cas d'un break, bon, on est plus dans le délire familial ou utilitaire. Bien sûr, pour aller cruiser sur la plage, eh ben, vaudrait mieux un petit coupé ou un petit cab. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais personnellement, dans l'ensemble, ça reste de la super caisse. Donc, comme je le disais, par rapport aux séries 3, d'un point de vue esthétique, pour ma part, les goûts et les couleurs, mais bon, on va pas se mentir, hein, BMW, mine 2, ça fait le taf. Hein. Également le type de version à votre guise et les motorisations. Sachant tout de même que le 320 M47, ça reste un bon moulin là-dessus. On est sur 150 chevaux en 4 cylindres, hein, c'est un M57 mais avec 2 cylindres de moins. On reste sur quelque chose de costaud, durable. Donc clairement, c'est pas une mauvaise pioche pour le coup. Après, c'est sûr, comme je le disais, on n'a pas l'agrément d'un 6 cylindres, on va pas se mentir. Mais au vu de la petite faiblesse, parce qu'on y reviendra quand on parlera un peu mécanique, au niveau des ancrages de train arrière, au niveau de la caisse, maladie, le train qui s'arrache de la caisse, clairement pour une bagnole de ce prix-là à l'époque, ça craint quand même. Avec un standing pareil, on s'attend tout de même à mieux. Ensuite, bien sûr, les coloris, hein, les goûts et les couleurs, encore une fois. Donc pour l'extérieur, pas grand chose à dire hein, par rapport au choix d'un E39 par rapport à une E46. On est quand même sur un gabarit un peu plus contenu, même si ça reste quand même une sacrée caisse hein, au niveau gab. On n'est pas sur une 206, mais on n'est plus non plus sur une série 5 qui fait 3 fois sa taille. Je m'explique. Le dernier assaut à Motortech, il y avait les toutes dernières M3 qui étaient à côté du E39, le projet. Je vous garantis, quand on prend une photo des deux caisses ensemble, hein, on a l'impression que le série 5 est une série 3 et que le série 3M est une série 7. Hein, niveau gabarit, donc les bagnoles de maintenant ont carrément pris de la testostérone et on n'est plus du tout sur des gabarits relativement contenus comme on pouvait retrouver sur une série 3. Pour l'intérieur, bah, quelque chose d'assez simple, hein, pour celle-ci en tout cas. Les petites baguettes grises comme ça, l'intérieur sport, semi-cuir. Pas d'option particulière. Boîte 5. Moi qui pensais que toutes les 320 étaient, enfin au moins en phase 2, étaient en boîte 6. Volant 3 branches dépourvu de touches multifonctions. Bon, ça le rend un peu plus vilain le volant, je vous cache pas, mais bon, on demande un volant qui soit fonctionnel et pas pouillé. Voilà. C'est tout de même plus sympa que les gros trucs carrés là. Bah sur l'intérieur, au même titre que l'extérieur, hein, un peu plus contenu le série 3. Donc on est un peu plus à l'étroit pour les gros gabarits. Mais ça reste quand même confort. Comme j'avais pu le dire il y a un moment aussi,
Là où la série 3 est d'une agilité sans pareil, et là où le série 7 a un confort de dingue, et ben vous voyez le E39 pour ma part est le parfait compromis entre les deux. On a de l'agilité et en même temps un très bon confort. Le série 3 ça reste tout de même fandard, hein. Ça se déplace vachement bien. Mais on va se pencher d'un point de vue mécanique et c'est là que le bas blesse si je puis dire. Comme j'ai pu le dire par rapport déjà au niveau des trains. Quand on a une bagnole de ce standing, on s'attend pas à y perdre le train arrière selon l'utilisation, bien sûr. Il y en a qui seront jamais emmerdés. C'est pour ça que d'ailleurs le 320D est un parfait compromis là-dessus. C'est que vu qu'on a moins de couples, on est sur un 4 cylindres, on a moins de couples. Parce que Sugeti, celles qui sont le plus emmerdées, hein, c'est celles qui développent le plus de watts. C'est-à-dire les 330, tout ce qui est M3 ou grosse motorisation. Et bien sûr avec utilisation un peu énergique. Comme d'hab, le côté break, ça c'est tout de même sympa. C'est vachement cool. J'avais pas rebroté ça. Ça reste spacieux tout de même, hein. En couchant les banquettes, on a ce qu'il faut. On va aller directement au niveau du bloc. Le 4 cylindres M47. Bon, bien sûr, pour ma part, il manque 2 cylindres. Ce qui était génial au moins sur ces compartiments moteurs là, c'est ce petit rangement ici, où on pouvait y claquer notre petit bidon d'huile, notre petit liquide de refroidissement, et comme ça le jour où tu as besoin de faire de la pointe, tu as juste à lever le capot, tu as tout dans l'angle, ça c'est peinard. Là où sur la E39, on se retrouve avec nos filtres habitacles, et on va parler des points qui pour ma part sont plus importants qu'une belle gueule et un bel intérieur, la maintenance. La maintenance pour ma part, sur ces modèles-là, mine de, déjà on est sur une caisse plus petite, donc c'est plus compact. Mais hormis ça, il y a des petites choses qui me déplaient. Bon là sur le 4 cylindres, on a la place, hein, il y a un vide énorme en plein milieu. Si on a envie de bricoler là, on vire tout l'ensemble, ça nous dégage de la place. Mais par exemple des trucs cons, comme ça. Le truc avec le bouchon, avec le vase d'expansion comme ça, déporté du radiateur, comparé à notre vase d'expansion sur le 39. Le 39, ce qui était bien, tu ouvres, dedans, tu as une sorte de déport plastique qui t'annonce le niveau max. Ça, c'est super. Là, est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais pas me prendre... Ouais, il y a les pianos. Là, le truc, c'est con, mais c'est plein de petites choses mal pensées, vois-tu. Là, avec cette fameuse jauge, mais le problème, si t'as un tartempion qui te met au même titre que celle-ci qui a eu 1 litre de trop d'huile. Là, t'arrives au max, c'est cool, mais rien ne t'empêche d'en rajouter. Et qui te dira que t'es dans la merde? Qui te dira que t'en as trop mis? Rien du tout. Donc ça, c'est un côté mal pensé. Sans compter que t'as une vis de purge pour le radiateur et pour le vase. Donc ça, rien que pour la manip au niveau du liquide de refroidissement, pour ma part, ça m'emmerde. Après de plus, comme je l'avais dit, bon là c'est le 320, ça va pas être suffisamment pertinent. Mais l'ADA, ici avec le coude A90 qui pète dans le coude. Donc ça aussi, au vu de l'architecture par rapport à l'ADA qui se retrouve par là, le coude au niveau de l'ADA qui retourne à notre refroidisseur au niveau de notre radiateur vient à péter tout simplement, c'est qu'il a un cheminement de merde lié tout simplement à la config de du 330. Point positif toutefois à noter, dans le cadre bien sûr d'une prépa, c'est tout le système d'ABS qui se trouve dans le coin là-bas. À défaut de l'avoir ici, comme sur notre 39, ce qui nous empêche un peu de mettre un turbo en top mount, c'est-à-dire le mettre en point haut, à défaut de l'avoir en bas comme sur d'origine. Après vraiment les E46 ça reste quand même de la bonne caisse. Moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup roulé avec ces caisses-là, j'en ai eu des sympathiques, et franchement, ça fait le café. Après, bien sûr, on va retrouver toutes les maladies liées soit au M57, soit liées à ce modèle précis. Là, pour le coup, pour ceux qui seraient intéressés par celle-ci, il va rester quelques détails comme le capteur de niveau au niveau du carter d'huile défaillant, ce qui fait qu'on a un petit voyant jaune, voyant d'huile,
qui apparaît pendant quelques secondes et qui se rebarre au moment du démarrage. On va avoir quoi là-dessus? Niveau moteur, bah pas grand-chose en soi. Bon, faut qu'il se remette dans le bain parce que bon, ça fait quelques temps qu'il a pas tourné. Donc il y a un peu des bruits de poussoir, tout ça, mais vu que je commence à lui décheniller dans la gueule, vu qu'elle se libère de mieux en mieux, parce que l'échappement va très d'huile, autant te dire les premiers kilomètres que j'ai fait, c'était un nuage sans nom derrière, le temps que toute l'huile s'évacue de l'échappement. Bien sûr là-dessus dépourvu de FAP, hein. On a un kata en sortie, le pré-kata, et ensuite un kata plus loin, pas comme sur le 3 litres où tout est doublé, sauf le pré-kata pour les 3 litres en E46. Pour cette partie-là, on va dire que c'est pas mal. Les jantes, on est sur des jantes, je crois, de E90, si je me trompe pas. Je crois pas que c'est celle de 46, celle-ci. Bon, 4 gommes R9. Au contrôle technique, il y avait également les 4 protections d'amortisseurs. Bon, ça, c'est maladie. En même temps, il y a les freins, parce que vu qu'elle a pas roulé depuis X temps, les disques ont rouillé à la mort et les plaquettes sont presque mortes. Donc, bon, ça freine, hein. Mais bon, on n'est pas sur de la régularité optimale, quoi. Donc ça, à prévoir, comme je l'ai dit, et comme je le mettrai dans l'annonce, de toute façon, moi, c'est un gain de temps. Clairement, j'ai fait le principal pour qu'elle puisse passer le contrôle technique et rouler. Vous pouvez rôder avec, faire de la bande, c'est pas le problème. Mais c'est tous les petits détails, comme le fameux capteur que je vous ai parlé, les freins, etc., qui seront à prévoir. Également, maladie bien connue, la résistance de chauffage, on n'a pas de ventilation. Le lève-vitre passager qui commence à faire le con, la vitre redescend mais ça cracote. À vos risques et périls. Là, rien à dire. Un petit jeton là. Un également ici. Les films bleus comme ça, bon, quand c'est bien posé, et encore, ça reste à voir, mais quand ils sont posés merdiques, comme ici, laisse tomber. J'avais commencé à les retirer rapidement, mais le problème, c'est qu'il faut que je sorte au moins le décapeur pour bien faire ça correctement. C'est une merde sans nom. Donc ça, à votre guise également. Cette vitre là aussi, qui a un petit souci. Puis sinon, en soi, pas grand chose. Il manque juste un cache aussi là, au niveau du plafonnier arrière, avec l'éclairage. Comme d'hab, les maladies bien connues, bonhomme de boîte, avec la 3 et la 5e qui fait chier. Pareil, ça à faire au moment de faire l'embrayage volant moteur, hein. On en profite. Et du coup, dans les petites merdouilles mécaniques également, je crois qu'on va retourner à la casa. Parce que comme je vous ai dit, bah déjà au niveau du pont, les points d'ancrage, de fixation, là où un E39, il n'y a aucun problème à ce niveau, hein. Et puis bah j'ai pu découper la noire de A à Z, donc j'ai pu voir comment ça se foutait à ce niveau-là, comment c'était rigidifié ou pas. C'est pas mal, ça risque pas de bouger sur E39, je vous le garantis. Mais là-dessus, en plus d'avoir les points d'ancrage au niveau de la caisse, on a le bras qui vient se fixer au niveau de la caisse ici. Je crois qu'on va voir ça à la maison, ça sera plus simple. Hop. Ah si, ça me fait penser ça, ce petit voyant de merde. Préchauffage, boîtier de préchauffage et bougie. 225 737. Ça consomme pas grand chose. Ça c'est l'aspect pratique quand même du 2 litres. Bon allez, on se retrouve au bercail. Ah, et pour en finir, du coup, avec intérieur, extérieur, enfin tout ce qui concerne la E46, tout de même, la E39, sans mentir, hein, c'est une série 3, en mieux. Les qualités des matériaux à l'intérieur ou même des finitions, on est sur autre chose. Bon, on a des subtilités comme les boutons qui se retrouvent dans le panneau de porte au lieu d'être au centre sur une E46. Mais hormis quelques détails, bon, on ressent bien l'atmosphère de toute façon des BMW de cette époque-là. Mais la série 5, et bien sûr je pense que sur le série 7 c'est encore un level au-dessus. J'ai pas eu l'occasion d'avoir 238 dans ma vie.
mais par déduction, je pense que oui. On est sur un équivalent, mais en mieux. Un peu plus balèze, un peu plus de place intérieure, un peu mieux fini, enfin que du mieux. Et en sachant qu'en plus, niveau prix, à l'heure actuelle en tout cas, soit ça se vaut, ou soit limite une série 3 est un peu plus convoitée, assujettie plus sportif, de base, et ben les tarifs de celle-ci ont tendance à un peu plus évoluer que celle des E39. Malgré ça, le E39, ça devient aussi n'importe quoi. Bon, dernier point mécanique, je sais pas si ça sera parlant à la caméra, mais c'est des fameux points d'ancrage qu'il y a au niveau de la caisse, là, sur les E46. Et ça, mon gars, j'ai déjà eu le cas d'un remplacement et que c'était, mais rouillé, bouffé, enfin, c'était une merde sans nom. Et ben, je te garantis que t'es content quand t'as un bon train arrière de E39 où t'as juste 4 points d'ancrage pour se fixer à la caisse et que tout est repris après sur le berceau lui-même, comme ça au moins t'es pas emmerdé. Bon, du coup, le 320, c'est bon. Un petit bonus, tiens. Le 2,8 litres qui avance gentiment. Donc là, j'ai remonté tout ce qui est Villebrequin, bielle piston. Comme ça, là, au moins déjà, on est pas mal. Avec la course qui change, Au lieu de 88, on passe dans les 82. Je vais m'intéresser maintenant à la distrie. Et puis là, je suis en train d'essayer de chercher un volant moteur de boîte auto pour pouvoir faire le pigeage sans déposer le moteur de son support. Aussi, il y a un merdier sans nom, parce que vu que j'ai tout en double, je suis en train de tout retrier, mon gars, je suis en train de me faire mal à la tête. Donc c'est en cours, c'est un bordel, mais vous inquiétez pas, je m'en sors dans mon bordel. De toute manière, ce moteur-là, comme il est là, c'est un montage à blanc. C'est-à-dire que là, je fais le point de tous les consommables, tout si j'ai absolument tout. Tout ce qui est défectueux à commander. Bon, là, je me suis amusé à peser chaque ensemble piston bielle. Bon, ça se vaut à peu près à part celui-là et celui-là, où on a 6 grammes. Les petits détails, Bon, en même temps, les machins, ils sont gorgés d'huile. Donc, il suffit qu'il y en ait un peu trop dans l'un que dans l'autre. C'est vite fait. Mais en gros, là, montage à blanc, et de toute façon, par la suite, comme ça sera vidéo démontage d'un M57, concernant le bloc, tous les à côté, vous connaissez. Et puis comme ça, on procédera au remontage avec les pièces neuves. D'ailleurs, à ce sujet, si parmi vous, il y a quelqu'un qui fait de la rectification moteur et tout ce qui touche de l'usinage, tout simplement, parce que moi, tout seul, je vais pas investir dans des outils pour faire du dimensionnel, et en plus de ça, pour faire de l'usinage, plan de joint, alésage, et j'en passe. Donc si quelqu'un a les compétences dans le domaine et est équipé, et qui veut s'éclater un coup à taper un délire avec moi, qu'il se manifeste. Du coup, après le remontage définitif du bloc, je vais me fabriquer un banc d'essai, parce que vu que je vais réitérer l'opération sur différents moulins, autant que je me fabrique un châssis pour tenir le bloc avec tout le faisceau d'allumage, enfin tout ce qui va bien, vraiment un petit banc portatif là, limite que je monterai sur roulette. Et puis comme ça au moins on sera peinard et je pourrai faire mes différents blocs au fur et à mesure. Comme ça vous savez où on va à peu près pour les prochaines semaines. Toujours dans l'attente de Motortech là pour qu'il débarque, et puis écoutez, ça suit son cours. Du coup, ça marque la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait et à liker. Et puis on se dit à bientôt. Bye.